un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à cette série spéciale de Ça s'explique, un voyage au cœur de l'univers des crypto-monnaies. 2010, le mystérieux Satoshi Nakamoto publie un tout dernier message et disparaît. Désenchanté, l'inventeur du Bitcoin prend donc ses distances avec sa crypto-monnaie. Et puis pendant ce temps, rien ne semble arrêter l'ascension du Bitcoin, porté par une armée d'investisseurs enthousiastes et peu soucieux du rêve initial caressé par Nakamoto. Comment s'est orchestrée cette montée en puissance de la plus emblématique des crypto-monnaies? Après vous en avoir expliqué la genèse et le fonctionnement, poursuivons notre exploration avec mon complice Jeff Yates. De l'univers de Bitcoin, on passera à celui d'Ethereum, alors que l'énigmatique Satoshi Nakamoto fait place au jeune prodige Vitalik Buterin. Salut Jeff. Salut. On reprend le fil de notre conversation, toujours en s'attardant à l'échelle du temps. Je l'évoquais dans le préambule, 2010, c'est un moment important, le moment de la disparition, entre guillemets, de Satoshi Nakamoto. Dans quel état était le Bitcoin à ce moment-là? Ça valait pas grand-chose, il n'y avait pas tant d'utilité pour ça. Donc, c'était un projet qui était vu comme étant intéressant pour des raisons idéologiques, politiques, technologiques, mais il n'y avait pas grand utilité. On ne pouvait pas acheter grand-chose avec un Bitcoin. Et là, tout ça change en février 2011 avec la création du fameux marché Silk Road. Oui. Donc, un marché sur le dark web où on pouvait acheter toutes sortes de choses illégales. Comme quoi, par exemple? Ben, des drogues, des armes à feu, des faux passeports, des numéros de carte de crédit volés, des choses comme ça. Et le Bitcoin était parfaitement conçu pour cette utilité-là. Donc, il n'y a jamais une compagnie de carte de crédit qui s'associerait à un site comme Silk Road pour pouvoir permettre aux gens d'acheter des choses illégales. Le Bitcoin, qui est conçu pour être impossible à bloquer, qui ne repose aucunement sur les institutions financières, était tout désigné pour permettre à un site comme ça de vivre. Donc, ce site-là est devenu en ligne et très rapidement, les gens se rendent compte qu'il y a une utilité et ça a donné une certaine valeur au Bitcoin. Parce que là, on peut acheter des choses avec le Bitcoin. C'est ça qui ajoute donc à l'aura ou à la réputation de Bitcoin. C'est que les gens se sont rendus compte que OK, c'est vraiment une monnaie. On peut vraiment acheter des choses avec ça. Le fait que ce site-là qui proposait des choses illégales, il y a certaines personnes dans l'écosystème de Bitcoin qui trouvaient que ça pouvait entacher la réputation de Bitcoin parce que on s'entend, là, la façon que ça apparaît dans les médias à l'époque, on associe le Bitcoin à un marché illégal carrément. En contrepartie, ça a donné de la visibilité au projet Bitcoin. Donc, le fait que ce site-là existait, que ça a défrayé les manchettes, qu'il y avait le gouvernement américain s'intéressait à qui se cachait derrière ce site-là, ça a créé quand même beaucoup de visibilité pour le Bitcoin. Et ironiquement, là, ça a créé de la demande pour le Bitcoin parce que les gens en ont entendu parler pour la première fois en entendant parler de Silk Road. Donc, il y a un buzz médiatique sans l'ombre d'un doute autour du Bitcoin avec son entrée sur Silk Road, mais c'est aussi une crise de relations publiques à gérer, là, parce qu'on ne veut pas être associé à ce genre d'achat illicite. Oui, et quand finalement le créateur de Silk Road, Russell Brick, est arrêté en 2013, ça crée quand même un gros problème de relations publiques pour le Bitcoin. Encore une fois, partout dans les médias. Il y a même eu une situation abracadabrante où Russell Brick aurait commandé des assassinats de personnes. C'était des infiltrateurs des services de renseignement américains. Mais bref, c'est des histoires sordides. Russell Brick qui maintenant va purger vraisemblablement le reste de sa vie en prison pour avoir facilité ce site-là. Et lui, ça, c'est le fondateur de Silk Road. C'est le fondateur de Silk Road. Qui l'a mis au monde. Là. Et il est vu chez certaines personnes, les personnes les plus idéologiquement intractables dans les cercles de la crypto. Il est vu comme un prisonnier politique, en fait. Donc, on le voit comme avoir fait quelque chose qui était pas forcément immoral. Donc, si les gens veulent mettre des drogues dans leur corps, c'est leur choix. Puis, Ross, il faisait juste permettre aux gens d'en acheter et d'en vendre. Donc, dans des conférences Bitcoin, par exemple, il va y avoir des gens avec des t-shirts où ils disent « Libérez Russell Brick ».
Donc, c'est pas nécessairement tout le monde là, dans le mouvement, mais les éléments les plus extrêmes le voient quasiment comme un martyr. Oui, comme un porte-étendard de cette idéologie des libertés individuelles poussées à leur extrême. Mais quand, justement, survient son arrestation à Russell Brick, est-ce qu'il y a un impact sur le prix du Bitcoin? C'est ça qui est quand même assez indéniable, c'est que le prix du Bitcoin chute quand l'arrestation de Russell Brick a été annoncée, quand le site Silk Road a été saisi par le gouvernement américain. Le prix du Bitcoin chute. C'était vu comme un peu une des seules utilités tangibles du Bitcoin vient de disparaître. Donc, on ne peut pas vraiment dissocier Bitcoin de cet aspect-là, l'aspect Silk Road. Aujourd'hui, on s'entend, là, ça ne sert pas juste à ça, mais c'est quand même assez important dans l'histoire de la montée de cette crypto-monnaie-là, puis on ne peut pas mettre ça en dessous du tapis. Parce qu'on comprend que pour la première fois, on réalise à quel point il peut y avoir une utilité pratique à détenir des bitcoins. Et une fois que donc le prix chute, est-ce que la cohésion demeure au sein des sympathisants du bitcoin ou il n'y a pas une division qui s'installe? Il y a un peu une division qui s'installe. Donc, il y a la création du Bitcoin Foundation, qui est un OBNL qui est supposé représenter les intérêts du projet Bitcoin. C'est pas... On s'entend, le Bitcoin, c'est décentralisé, donc ça ne sert pas à gérer le projet Bitcoin, mais ça sert un peu comme pour faire la promotion. Faire la promotion des relations publiques. En 2013, des représentants du Bitcoin Foundation sont allés rencontrer certains éléments du gouvernement américain, un peu pour les rassurer, pour ouvrir le dialogue, parce qu'ils sentaient qu'il y avait de la pression qui s'en venait justement à cause de Silk Road, de la façon dont le Bitcoin était perçu par le public. Donc, ils sont allés un peu rassurer le gouvernement américain. Ça n'a pas dû plaire aux puristes, ça. C'est ça. C'est que les puristes ont comme eu la posture de dire « Écoutez, qu'est-ce que vous faites? Ce projet-là, ça sert à contourner toute forme de contrôle gouvernemental. Le fait d'aller ouvrir le dialogue avec les autorités, ça va à l'encontre même du but du projet. » Mais c'est là qu'on voit que le projet de crypto-monnaie bifurque un peu. Donc, tu as une certaine frange plus extrême qui se disent « Non, le projet initial, c'est... On n'est pas réglementé, on continue la vision de Satoshi Nakamoto d'une monnaie qui est impossible à contrôler, impossible à réglementer. Il ne faut pas ouvrir de dialogue avec les autorités, il faut continuer comme ça. Et il y a une autre frange qui est pas mal plus influente de nos jours, qui commence à voir le potentiel économique dans la crypto et qui dit non, on doit essayer de jouer selon certaines règles pour devenir peut-être un peu plus légitime et qu'on ne soit pas dans l'illégalité avec toutes nos activités commerciales. Et cette dernière frange que tu viens de mentionner, Jeff, c'est donc celle-là qui va nous mener vers des nouvelles formes de crypto-monnaie? Oui, exactement. Donc, il faut mettre ça au clair, là, la vaste majorité des activités en crypto sont non réglementées. Ça sert encore beaucoup à contourner l'autorité gouvernementale, mais il y a de plus en plus d'échanges, par exemple, qui s'inscrivent auprès d'autorités financières pour être partiellement ou totalement réglementé. Le fait que certains échanges aujourd'hui ont accès au système bancaire traditionnel, qu'on peut acheter de la crypto avec une carte de crédit ou avec un compte de banque, ça montre qu'il y a une certaine volonté de la part de certains acteurs d'être réglementés. Donc, dans cet esprit de vouloir garder le phénomène Bitcoin et des crypto-monnaies comme étant mainstream, c'est là, dans cet écosystème, Jeff, qu'émerge un personnage, Vitalik Buterin. The Ethereum Foundation tries kind of very hard to be a decentralized organization. Like in the Ethereum Foundation, right? Like for example. Oui, Vitalik Buterin, Canadien d'origine russe, le jeune prodige qui a créé Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus populaire au monde. Lui, pour plusieurs raisons, représente pour certains l'avenir de l'écosystème de la crypto. Et de l'Internet. Et de l'Internet, oui, carrément. Oui. Un personnage qui a quand même une vision assez ambitieuse de ce que la crypto peut accomplir. Mais avant d'aller plus loin, Jeff, sur les grandes visées, les grandes ambitions de Vitalik Buterin, je pense que c'est important de comprendre d'où il vient pour comprendre quel est son projet. Oui, parce que contrairement à Satoshi Nakamoto, on sait qui il est. Exact. C'est une vraie personne. On peut voir son visage, on peut entendre sa voix. Il y a des entrevues avec lui. Ouais, une page Wikipédia. Exactement. Donc, au moins, il y a ça. On peut essayer de comprendre qui il est. Donc, on peut voir comment son état d'esprit, ses croyances personnelles ont informé la création d'Ethereum, qui est quand même une innovation assez importante dans cet espace-là. Vitalik est né de parents russes qui ont immigré au Canada après la chute du système communiste en Russie. C'est quelque chose, je pense, qui a quand même traumatisé ses parents. Ils ont perdu toutes leurs économies à cause de l'effondrement de l'économie russe. Le père de Vitalik
Dimitri Buterin se réclame comme un libertarien qui prône les mêmes idées économiques qui ont informé là, le cercle de cypherpunks qui ont créé la crypto-monnaie. Et Vitalik, qui est grandi dans cet environnement-là, est inculqué un peu par ces idées-là. C'est pas vraiment quelqu'un qui est extrêmement idéologique, mais on voit quand même qu'il est imprégné de ces idées économiques-là, puis d'une certaine méfiance envers les autorités gouvernementales, avec bonne raison, après ce que ses parents ont vécu, bien sûr. Et très tôt dans sa vie, les gens constatent à quel point il est doté d'une intelligence hors norme, Vitalik Buterin, non? Oui, donc quand on regarde des entrevues avec des gens qui l'ont connu lors de son enfance ou son adolescence, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une personne extrêmement douée, il parle plusieurs langues, il a appris à coder lorsqu'il était très jeune. C'est quelqu'un avec un très vif intellect, une créativité aussi, donc un élève hors pair au secondaire, quelqu'un qui est vraiment un petit génie, quelqu'un d'extrêmement précoce intellectuellement. D'ailleurs, il apprend l'existence du Bitcoin en 2011, donc quand même très tôt dans le cycle de création du Bitcoin. Et tout de suite, il se dit, ça m'intéresse, je veux obtenir des Bitcoins pour pouvoir jouer avec ça. Mais à l'époque déjà, il n'avait pas un ordinateur assez puissant pour être capable de miner des Bitcoins, mais il a vu un post sur un forum où quelqu'un offrait de rémunéré en Bitcoin pour écrire des articles sur le Bitcoin pour un site qui s'appelait Bitcoin Weekly, donc un site de nouvelles sur le Bitcoin. Très niché, là. Exactement. Et Vitalik, à 17 ans, devient en quelque sorte un journaliste de crypto-monnaie. Donc déjà, à un très jeune âge, commence à écrire des articles sur l'actualité de ce qui se passe dans le monde de la crypto et beaucoup de gens appréciaient son travail. Donc il était quand même très mature dans sa façon d'écrire. Et c'est justement dans ses premiers récits, dans ses premiers articles que certains commencent à déceler un de ses grands talents qui va faire sa marque aussi, Jeff, la mise en récit, le storytelling, sa capacité à bien raconter une histoire. C'est comme ça qu'il va vendre ses projets par la suite. Oui, donc le journaliste Matthew Lysing qui a écrit l'excellent livre Out of the Ether, sur lequel je me suis basé là, pour cet épisode-là en grande partie, qui a passé énormément de temps avec Vitalik Buterin à parler aux membres de sa famille, à ses amis, à tout son entourage. Lui dit que il considère que Vitalik est avant tout un écrivain. Il nie pas que Vitalik Buterin a des immenses capacités en programmation informatique, mais que son principal talent, c'est justement d'être capable de résumer des idées complexes très facilement, rendre ça compréhensible à la masse. Et c'est ça qui a fait que son projet là, a été propulsé à l'avant-scène du monde de la crypto. So Ethereum, instead of having lots of features, tries to be simple. It says, Ethereum, we do not have features. We have just the programming language. Et son projet, Jeff, il part d'où? Parce que Ethereum, tu l'as dit, deuxième crypto-monnaie la plus populaire en ce moment. Comment naît ou germe cette idée dans son esprit? Puis comment il met ça en place petit à petit au début, là? Donc, Vitalik Buterin devient un personnage relativement connu dans le monde de la crypto, notamment en raison de ses écrits avec Bitcoin Weekly. Il cofonde Bitcoin Magazine, donc un magazine papier dédié à l'actualité sur le monde du Bitcoin. Il va à des conférences de Bitcoin. Il va à la rencontre, par exemple, de groupes libertariens au New Hampshire pendant un événement annuel qui s'appelle Freedom Week. Des gens qui s'imprègnent de cette idéologie libertarienne-là et qui voient le Bitcoin comme étant quelque chose d'utile, eux aussi acceptent le Bitcoin comme forme de paiement. Il se fait une sorte de tournée mondiale avec son sac à dos pour visiter ce genre de communauté-là libertaire. Exactement. Il se retrouve aussi dans la fameuse crypto commune à Calafou, en Espagne, entouré de hackers et de jeunes gens idéalistes qui essaient de rebâtir le monde à l'aide de Bitcoin. Et là, foisonnent dans sa tête certaines idées. Parce que à l'époque, il y a des gens qui essaient de concevoir des applications qui peuvent se greffer sur Bitcoin pour que la chaîne de blocs Bitcoin puisse accomplir des choses pour lesquelles il n'a pas été conçu. Et Vitalik Buterin se rend compte que ça serait peut-être une meilleure idée de tout simplement créer une nouvelle chaîne de blocs sur laquelle on peut non seulement envoyer de l'argent, mais on peut faire fonctionner des applications. Donc, une grande vision de créer une nouvelle plateforme qui fonctionne entièrement sur le principe de la chaîne de blocs. Et un peu comme Satoshi Nakamoto, Vitalik Buterin, Jeff, assez rapidement, sans le besoin de mettre sur papier sa vision, de donner les détails de sa vision et de son projet à travers un document qui est devenu un document de référence. C'est ça. En 2013, à l'âge de 19 ans, Vitalik Buterin publie son
white paper sur l'Ethereum. Donc, comme Satoshi Nakamoto avait publié un white paper sur la création du Bitcoin, Vitalik Buterin publie un document de 23 pages où il étale sa vision de ce que pourrait être son projet Ethereum. Une grande partie du white paper dénote les problèmes inhérents avec Bitcoin. Et lui, il propose des solutions pour pouvoir permettre à la crypto de passer en 3e, 4e, 5e vitesse. Donc, une comparaison qui est faite souvent, c'est que Bitcoin, c'est le Ford Model T, donc la première automobile créée de façon industrielle. Puis Ethereum, c'est supposé d'être la Lamborghini ou la Porsche ou quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus ambitieux. Donc, la vision de Vitalik Buterin, c'est d'utiliser la technologie de chaîne de blocs, mais non seulement pour envoyer des paiements, mais pour exécuter des applications complètement décentralisées qui fonctionnent avec la chaîne de blocs. Comment on peut imaginer ça? C'est que Ethereum, ça devient comme un vaste ordinateur mondial décentralisé sur lequel on peut faire fonctionner des applications. Mais les applications comme quoi, par exemple? Ben, les options sont absolument infinies. C'était à la base de la vision de Vitalik Buterin, c'est qu'il voit Ethereum comme étant une boîte à outils. Donc, on crée Ethereum et vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez créer des nouvelles crypto-monnaies là-dessus, vous pouvez créer des applications qui fonctionnent avec ça, vous pouvez créer ce qu'on appelle des contrats intelligents, donc des contrats entre deux personnes, mais qui ne sont pas gérés par des avocats ou le système légal, mais qui sont plutôt gérés par du code informatique. Donc, carrément, il voit une possibilité de remplacer le système légal avec des applications décentralisées comme ça. Donc, de prendre le langage légal d'un contrat entre deux personnes ou entre trois personnes et de le transformer en code qui s'exécute automatiquement. Donc, pas besoin d'avocat pour signer une hypothèque, par exemple. Oui, donc dans le white paper, il mentionne qu'on pourrait avoir des hypothèques sur la chaîne de blocs Ethereum, on pourrait avoir des contrats de vente de maison, on pourrait avoir tous vos documents légaux ou même médicaux pourraient être sur la chaîne de blocs et être transférés à qui vous voulez instantanément. Donc, il voit vraiment la création d'un nouveau web à l'aide de sa chaîne. C'est ça, une vie numérique qui peut se déployer dans toute sa grandeur là, sur Ethereum, sur cette plateforme, finalement, qui va bien au-delà d'une crypto-monnaie. Oui, quand on entend parler de Web 3, donc c'est une expression qu'on entend de plus en plus de nos jours, c'est cette idée-là. Donc, c'est l'idée que le Web 1, c'était décentralisé. Donc, dans les années 90, tout le monde avait leur site web. Il y avait peu ou pas de règles, c'était le Far West. Web 2, c'est l'époque dans laquelle on vit en ce moment. Donc, une consolidation de gros joueurs, donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont venus prendre tout le pouvoir sur le web. Donc, la plupart de l'activité sur le web passe par leurs services. L'idée du Web 3, c'est que non, on va redécentraliser tout. Tout va fonctionner sur le blockchain. On enlève le contrôle à ces méga-corporations-là, que chaque personne va pouvoir reprendre contrôle de ses données à l'aide de cette technologie-là. Donc, on y voit vraiment, les gens qui sont séduits par cette idée-là voient vraiment la création de quelque chose d'absolument nouveau qui va changer la vie de tout le monde. Donc, c'est ça qui est important à comprendre là-dedans, c'est que pour certaines personnes, c'est pas juste de la spéculation sur la valeur du Bitcoin ou du Ethereum, c'est vraiment, on participe à ce nouveau web-là. On est comme en 1991, donc on peut être là au début, au bas de l'échelle, à créer cette nouvelle version du web. Oui, c'est ça. Puis comme en 91, plusieurs doutaient de la survie même de ce vaste réseau qu'on était en train de construire. Puis là, ceux qui portent ce projet d'Ethereum disent, ben c'est un peu la même chose en ce moment. Vous le savez pas, mais c'est vers là qu'on s'en va. Oui, on sort souvent des captures d'écran d'articles de journaux qui avaient été écrits dans le début des années 90 où on disait le web, regarde, c'est une petite folie, puis ça va passer. Ouais. Donc, ça se peut que les critiques d'aujourd'hui du Web 3 sont dans le champ, puis finalement, dans quelques années, on va tous fonctionner avec ça. En tout cas, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont en train d'essayer de pousser l'Internet vers cette nouvelle définition-là. Wow, ben là, Jeff, on est vraiment dans les grandes idées, dans un vaste projet.
Mais avant d'aller plus loin là-dedans, parce qu'on peut s'y perdre facilement, Ethereum, c'est cette grande plateforme, c'était cet ordinateur mondial qu'on cherche à construire, mais c'est aussi une monnaie, une crypto-monnaie, Ether. Ça, c'est la dernière pièce du puzzle que Vitalik Buterin a mis en place pour que Ethereum puisse fonctionner. C'est que, bon, en créant un vaste ordinateur mondial décentralisé où tout le monde peut exécuter des applications, on arrive rapidement à un problème, c'est que si tout le monde peut solliciter le pouvoir informatique de cet ordinateur mondial-là, ben il y a des gens qui vont en abuser, qui vont faire exécuter des programmes dans le vide. Donc, on peut créer de la congestion dans le système en abusant de ce système-là. Donc, la solution de Vitalik Buterin, c'était que on doit payer pour faire fonctionner cette machine-là. Et donc, sous forme de... En anglais, ils appellent ça des gas fees, donc le prix du gaz. Et ça, on le paye avec du Ether. Donc, si on veut faire exécuter un programme sur Ethereum, on doit payer en fonction du travail informatique qu'on veut faire. OK, donc la monnaie virtuelle qui est le Ether sert strictement à faire fonctionner la machine, à financer en quelque sorte son fonctionnement. Ben, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de gens qui utilisent du Ether pour toutes sortes de raisons. Des gens qui l'utilisent pour transférer de l'argent à des amis ou effectuer des paiements. Il y a de la spéculation aussi, dont les gens vont acheter du Ether, vont le garder dans l'espoir que la valeur va monter. Mais l'idée originale, c'était cette monnaie-là pouvait être utilisée pour payer les transactions sur cet ordinateur mondial-là qui est Ethereum. Donc, si on exécute un programme, par exemple, on doit payer un certain montant pour que tout ça puisse fonctionner. Et là, on revient à l'idée des mineurs dont on parlait dans l'épisode 2. Ils sont toujours aussi actifs dans le contexte d'Ethereum et tirent profit de tout ça. Les mineurs vont aller chercher les frais de transaction, dans le fond. C'est ça l'incitatif pour miner des blocs dans la chaîne de blocs Ethereum. C'est qu'on reçoit quasiment comme un pourboire, dans le fond, de la part des utilisateurs pour faire fonctionner les transactions. Donc, si je comprends bien, s'il y a énormément de transactions, le prix comme tel va monter, là. Oui, donc plus il y a de la congestion dans le système, plus les frais de transaction sont hauts et ça peut causer problème. On a eu un exemple parfait de ça récemment. Au début du mois de mai, il y a une collection très populaire de NFT qui s'appelle Bored Ape Yacht Club. On va parler d'NFT dans un épisode qui s'en vient, mais pour le moment, juste comprendre que c'est un projet qui est extrêmement populaire. Donc, ils ont mis en vente une nouvelle collection sur la chaîne de blocs Ethereum. Ils ont vendu pour plusieurs dizaines de millions de dollars de ce nouveau jeton-là. Et il y a eu tellement d'engouement pour ça que les prix de transaction étaient absolument astronomiques sur le réseau Ethereum au complet. C'était dans les milliers de dollars, 3 000, 4 000 dollars, ça pouvait monter même plus haut que ça. Donc, pour effectuer une seule transaction, supposons, même pour envoyer l'équivalent de 10 dollars d'Ethereum à toi, Alexis, si j'avais voulu faire ça la première fin de semaine de mai, ça m'aurait coûté 3 000 dollars en transaction. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vu que tout ça est connecté ensemble, s'il y a quelque chose qui arrive, tout le monde essaie d'effectuer des transactions sur Ethereum en même temps, ben c'est partout au monde que les frais de transaction montent. C'est comme si le groupe de musique Weezer mettait en vente des billets de spectacle et que ça créait beaucoup de demandes sur le réseau de Mastercard. Et tout d'un coup, si tu voulais utiliser ta Mastercard, tu devais payer 3 000 $ pour effectuer une transaction. Donc, il y a une capacité limitée au nombre de transactions qu'on peut faire avec Ethereum. Et si on arrive dans une période où c'est très sollicité, ben ça coûte extrêmement cher effectuer des transactions. Et si on suit cette logique-là que tu es en train de nous décrire, Jeff, où les prix et les coûts montent de façon astronomique, on s'en va nécessairement vers une monétisation assez rapide de cette plateforme qui n'était pas voulue comme ça au départ par Vitalik Buterin. Il y a une certaine tendance chez des partisans de la crypto de vouloir vraiment monétiser tout. Donc, l'idée, par exemple, est que si tu as un site web sur la chaîne de blocs, quelqu'un veut venir lire ton article, il va devoir te verser un certain montant de frais de transaction, par exemple. Il y a certaines propositions comme, par exemple, des gens disent, bon, ben, si tu as un tweet qui devient populaire, Twitter fait de l'argent là-dessus, puis toi, t'en fais pas. Donc, pourquoi faire ça quand on pourrait créer une version de Twitter sur la chaîne de blocs où si quelqu'un veut retweeter ton tweet ou quelqu'un veut consulter ton tweet, ben, il y a une redevance qui t'est payée. Donc, écoutez,
Il y a certaines personnes à qui ça dérange profondément, cette monétisation-là du web. D'autres personnes pensent que, on donne toutes nos données gratuitement à plein de sites web qui font des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars. Donc, certaines personnes voient ça comme peut-être un arrangement un peu plus équitable de redonner le pouvoir aux simples utilisateurs. C'est vraiment une question d'opinion puis de philosophie rendue là. Mais puisque tu parles de philosophie, la philosophie, il me semble, initiale de l'idée d'Internet était un espace, d'une part, libre et ensuite gratuit. Mais là, on s'en va vers quelque chose qui n'est pas gratuit. Oui, sauf des partisans de Web3 diraient on s'en va plus vers une redécentralisation du web. Donc, fini les Google, fini les Facebook, on reprend le contrôle. Donc, c'est ça la philosophie derrière ça. Ouais. Est-ce que c'est vrai dans les faits? C'est quand même ouvert à interprétation, mais c'est ça du moins la volonté qui est explicitée, c'est de retourner à un web qui est 100% décentralisé. 100% décentralisé et très participatif dans la mesure où tout le monde peut créer toutes sortes de choses sur la chaîne de blocs Ethereum. Mais là, si on extrapole, on parle ici d'un modèle qui est extrêmement énergivore, Jeff. Et ça, c'est un des gros problèmes qui plombe le projet des crypto-monnaies en général. Oui, tout comme Bitcoin, c'est la même chose avec Ethereum pour le moment. Donc, le gaspillage de travail informatique pour valider les transactions sur la chaîne de blocs Ethereum. Ça fait des années qu'il y a des propositions au sein d'Ethereum de passer à un nouveau système de validation qui ne nécessite pas toutes ces ressources énergétiques-là. On ne rentrera pas là-dedans. C'est sans cesse repoussé. Ça a encore été repoussé cette année. Donc, c'est peut-être dans les cartes que Ethereum va devenir beaucoup moins polluant à l'avenir. Pour le moment, c'est la même chose que Bitcoin. Il y a énormément d'énergie qui est gaspillée dans ce système-là. Donc, en somme, Jeff, cette énorme boîte à outils qui offre tant de promesses à ceux qui s'y intéressent, ça peut aller très loin. Ça peut aussi mener à une multiplication des crypto-monnaies elles-mêmes. Oui, donc aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 différentes crypto-monnaies qui existent au monde. La vaste majorité sont créées à même le système Ethereum. C'est ça. Il n'y a pas juste ça, il y a eu la création de toutes sortes d'instruments exotiques à l'aide d'Ethereum. Parce que, n'oublions pas, là, on peut créer des applications qui fonctionnent là-dessus. On peut créer des soi-disant contrats intelligents à l'aide d'Ethereum. Et ça pose problème, ça, parce que quand tu fais fonctionner un logiciel sur Ethereum, il doit fonctionner parfaitement. Donc, s'il y a un bug dans ton application, ça peut être possible pour un pirate informatique, par exemple, d'aller voler de l'argent ou quelque chose comme ça. Et ça, des exemples de ça, on en voit vraiment quasiment à chaque jour. Du moins, il y a plusieurs exemples à chaque semaine. Il y a même un site web qui s'appelle Web3 is Going Great où l'écrivaine Molly White recense toutes les fraudes qui ont lieu dans le monde de la crypto. C'est absolument effarant. Là, on parle de plus d'1 milliard de dollars juste depuis le début de l'année 2022. Et c'est des choses comme ça. Donc, on fait fonctionner une application qui est supposée gérer des millions de dollars en crypto. Quelqu'un trouve une faille dans le système puis draine tout l'argent qui se trouve, toutes les cryptos qui se trouvent. Donc, ça ouvre la porte à certains abus comme ça. Le fait que des programmeurs informatiques essayent de changer le monde à l'aide d'applications qui sont impossible à modifier lorsqu'elles sont mises en ligne, parce que n'oublions pas, la chaîne de blocs, elle est immuable, comme on a dit au premier épisode. Donc, si tu mets une application sur la chaîne de blocs, ça devient extrêmement difficile par la suite d'aller apporter des correctifs. Le mal est fait. Puis, dans le monde de l'informatique, c'est très courant, là, les mises à jour régulières sur vos applications, sur votre téléphone, dans vos logiciels. C'est pour corriger des failles dans le système qui ont été détectées par la suite. Mais dans ce monde des applications décentralisées, là, ça devient très difficile d'aller modifier. Donc, ça ouvre la porte à toutes sortes de fraudes. Il y a même certaines personnes qui parlent qu'en ce moment, on est dans l'âge d'or de la fraude Internet. C'est en partie à cause de ça. Et Vitalik Buterin, dans une entrevue récente avec le magazine Times, donc il était sur la couverture du magazine Time, dans l'entrevue, il dit que le monde de la crypto a un potentiel dystopique s'il est mal appliqué. Donc carrément, il voit des gens peut-être mettre trop d'emphase sur l'appât du gain, sur le profit, et que ça pose un réel danger pour l'écosystème de crypto au grand complet. Il est conscient que ce qu'il a créé, Ethereum, ça a vraiment aider à la création de ce monstre-là. Et Jeff, maintenant qu'on a raconté l'incroyable histoire de Vitalik Buterin, on va, au prochain épisode, passer à un autre élément, une autre pièce du puzzle des crypto-monnaies, une pièce du puzzle qui vient consolider cet univers, le rendre encore plus mainstream. Et là,
je vais prononcer l'acronyme et tout le monde va dire « Ah oui, j'ai déjà entendu ça, les NFT ». Il faut y revenir, on n'a pas le choix. Ils sont partout, ces NFT, ces jetons non fongibles. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on devient vraiment propriétaire, par exemple, des œuvres d'art qu'on achète avec des NFT? Comment expliquer aussi l'épidémie de fraude qui s'est installée dans la foulée de tout ça? Voilà une partie de ce qu'on va explorer ensemble au prochain épisode. À bientôt, Jeff. Salut. Et voilà que ça progresse d'un épisode à l'autre, cette série spéciale sur les crypto-monnaies. Si vous n'avez pas la patience d'attendre, ça tombe bien, ils sont tous disponibles, les épisodes, sur la plateforme audio d'ici première. Cette série spéciale sur les crypto-monnaies est réalisée par Guillaume Côté-Légaré, à la technique Steve Côté. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delancer. Et encore une fois, je vous dis à bientôt. Allez, salut! Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.